Bonjour. Vous êtes intervenu dans cette journée d'atelier de la Chambre, journée dédiée au CITES. À quel titre êtes-vous intervenu aujourd'hui? Alors, parce que je m'intéresse aux matériaux précieux, aux pierres précieuses, on va dire, et que donc on est confronté à un certain nombre de matériaux qui sont produits par des animaux et qui peuvent être donc frappés d'interdiction par le CITES, ou poser problème d'une façon générale. Donc ça inclut des choses comme le corail, l'ivoire, les cailles de tortue, etc. Donc il y a un certain nombre, assez limité pour nous, de matériaux qui peuvent poser problème. D'accord. Quand vous dites nous, qui est ce nous? Alors nous, c'est les laboratoires de gémologie, ceux qui vont faire des rapports sur les matériaux GEM qui vont être utilisés par les grandes maisons, notamment à Paris, mais à travers le monde, pour vendre, soit dans les grandes maisons, dans des ventes aux enchères, etc. Dès qu'il y a quelque chose qui vaut pas mal d'argent, il est absolument impossible de le vendre de nos jours sans un rapport. Donc ces rapports, pour ce qui concerne les matériaux GEM, sont faits par des laboratoires de gémologie qui se trouvent donc confrontés à ce problème CITES que tout le monde a. Et le contenu, en résumé, de votre intervention aujourd'hui portait sur... Alors donc j'ai regardé 5-6 matériaux différents, donc les coraux, extrêmement nombreux, très difficile de dire l'espèce une fois qu'on en a fait un objet. Alors on a quelques petits points où on a pu, par des méthodes scientifiques un peu pointues, faire quelques différences entre le Corallium rubrum par exemple et Stylaster sanguineus, mais enfin bon, c'est pas le problème classique. Donc on est toujours très enquiquiné par les coraux, ça a plein de structures différentes et surtout c'est très souvent traité. Donc on va avoir un corail qui ne va pas être très beau, et puis on va le teindre et tout d'un coup il va être beaucoup plus beau. Donc en plus on a ce problème-là qui vient se greffer par-dessus. Ça peut même être imprégné avec de la résine pour cacher les trous, des choses comme ça. Donc pour nous c'est des matériaux très travaillés entre guillemets, très améliorés entre guillemets, qui sont extrêmement difficiles à identifier, surtout du point de vue de l'espèce, ce qui le relie au CITES. Alors ça c'était un des matériaux. Donc deuxième matériau, bien sûr l'ivoire. Alors ça on en voit, j'aurais dû dire d'ailleurs, comme j'ai dit en introduction, que pratiquement tous les matériaux qui peuvent amener à des problèmes avec la CITES ont disparu des grandes maisons. Et c'est particulièrement clair sur le corail, qui était extrêmement populaire dans la haute joaillerie, de tout temps d'accord, mais enfin particulièrement art déco, et puis juste après la Deuxième Guerre mondiale à peu près. Et puis ça a complètement disparu après, parce que les grandes maisons ont cette politique, si ça cause problème, on n'en veut pas. Alors déjà, ils ont assez de problèmes avec les diamants de conflit, les choses comme ça, ou les rubis birmans sous embargo, ou ceci ou cela. Donc dès qu'il y a un problème, on n'en parle plus, sauf si on ne peut pas s'en passer. Donc ces matériaux, que ce soit le corail, l'ivoire, les cailles de tortue, etc., c'est un peu passé à l'as. Donc, deuxième matériau invoqué, l'ivoire. Alors l'ivoire, on connaît le problème des éléphants d'Afrique, d'Asie à un moindre degré. Les objets en ivoire sont devenus un problème. On en voit très peu dans les labos de gémologie, il y a des techniques assez simples. Par contre, pour reconnaître l'ivoire actuel de l'ivoire fossile, l'ivoire de mammouth, et qui est à la mode, même Michelle Obama en porte, c'est un ivoire dans lequel les structures de croissance seront différentes de celles de l'ivoire d'éléphant. Donc si on peut les voir, sans jeu de mots, c'est facile à distinguer. Ça nécessite une coupe transversale, ce qui n'est pas toujours disponible sur un objet. Donc c'est à la mode parce que c'est politiquement correct l'ivoire de mammouth. En fait, il faut quand même bien se rendre compte que c'est une conséquence du réchauffement climatique. C'est des fossiles qui étaient enfermés, piégés dans le permafrost, et on ne les a que parce que ça fond. Donc c'est un peu triste aussi. Je ne sais pas si c'est très écolo en fait. Donc il y a l'ivoire, avec puis des tas d'imitations avec des ivoires, des dents, différents animaux, etc. Mais pas trop difficile à identifier en général, donc on ne va pas s'attarder là-dessus. Qu'est-ce qu'on a après? Les cailles de tortue. Alors les cailles de tortue, on a beaucoup de tortues qui servent à faire des objets en écailles. Je crois la totalité des quelques espèces de tortues utilisées pour faire des objets en écailles de tortue sont maintenant très strictement protégées. Donc le problème auquel va être confronté l'expert, c'est j'ai un objet avec de l'écaille de tortue, qu'est-ce que j'en fais? La première chose à faire, c'est vérifier que c'en est bien. Parce que comme l'ivoire et comme le corail, c'est un matériau qui a été extrêmement imité, avec toutes sortes de plastiques, résines. Au fil des temps, il y a eu au moins 5 ou 6 imitations bien connues. Donc la première chose à faire, c'est vérifier que c'est bien de l'écaille de tortue. Et pour ça, il faut regarder
à la binoculaire si possible, à la loupe déjà, comment sont les taches de couleur dans l'écaille de tortue. Si elles sont constituées de petits points qui se rassemblent en nuages un peu diffus, ça c'est assez typique de l'écaille de tortue. Et ce n'est pas ce qu'on voit dans les imitations. Donc au moins on saura, j'ai une imitation ou j'ai vraiment de l'écaille de tortue. Après, le problème de l'écaille de tortue, c'est pas moi qui vais le résoudre. Alors dans les autres choses qui peuvent poser problème, bien qu'on les voit rarement dans les labos de gémologie, la corne de rhinocéros, c'est bien connu pour les vases de libation chinois, mais qu'on trouve aussi en Éthiopie. Et c'est pas amené par les Chinois en Éthiopie. Et là, la structure est assez spécifique, elle se reconnaît assez facilement. Ça ressemble à des poils agglomérés. Donc si on voit ça, on se dit c'est une corne de rhinocéros. Et là, c'est très très sévèrement protégé. Donc là, il faudra faire des démarches pour obtenir, alors si c'est historique, un certificat adéquat. Sinon, c'est un matériau difficile à toucher. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah oui, alors dans les perles, on a les perles de conque. Perles de conque, c'est ces perles roses. Perles de Lambie aussi, on dit qu'ils viennent des Caraïbes, de la mer des Caraïbes et tout ce qui est Amérique centrale, tous les rivages d'Amérique centrale. Alors ça, ça vient d'un coquillage Strombius qui a été surpêché parce qu'on se nourrit de ces parties molles. C'est de la très bonne viande, c'est délicieux. Et donc de temps à autre, on trouve une perle dans les parties molles de l'animal, qui se retrouve au fond de la barque du pêcheur, littéralement. Et donc ces perles peuvent être absolument magnifiques, notamment les plus belles, ce qu'on appelle une structure en flamme, une très belle couleur rose. Donc ça peut valoir, ordre de grandeur, une perle de 1 cm va peut-être valoir 10 000 $. Donc effectivement, il y a de l'intérêt pour ces perles. Alors ce qui est un peu contradictoire, c'est que c'est très protégé. D'accord, il y a des pays qui sont engagés dans la culture de ces coquillages, notamment le tout petit pays des Turks and Caicos dans les Caraïbes. Mais d'un autre côté, alors que c'est très protégé, chaque fois que je vais aux États-Unis, j'en vois sur les grandes bourses de bijouterie. Ce qui me dit qu'il y en a beaucoup quand même qui sortent. Et plus qu'avant, puisque c'était un truc quasi inconnu jusqu'aux années 90. C'était juste un truc de collectionneur. Donc je ne sais pas comment expliquer cet état de choses. Mais en tout cas, faites attention à ça, parce que normalement, c'est protégé. Donc les objets modernes ne devraient pas en avoir. Quand nous sommes arrivés dans l'exposition temporaire pour faire l'interview que l'on fait maintenant, vous avez souri en regardant les vitrines. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi? Oui, parce qu'il y avait une patte de tigre, c'est ça. Ouais. Donc le muséum a la chance de posséder une patte de tigre. On récupère tout ce que la douane peut saisir et qui est susceptible de les intéresser, ce qui est très bien d'ailleurs. Mais c'était en Chine dans les années 94, je crois, quelque chose comme ça. J'étais à Canton, Guangzhou, et j'allais visiter des labos de gémologie, bien entendu. Et en fait, on était sur une passerelle au-dessus d'une grande rue, tout près de l'hôtel où on était. Et au bout de la passerelle, je vois un gars qui avait étalé un drap par terre et qui vendait des trucs. Et comme moi, j'étais là pour voir les marchés locaux, je me penche, je m'apprête, je regarde. Et puis, je fais signe à mon collègue chinois. Il te rend compte, c'est une patte de tigre. Et donc j'étais assez choqué. Et alors le gars a vu que j'avais repéré la patte de tigre, que j'étais assez choqué. Alors évidemment, je parlais anglais, donc il n'a peut-être pas compris, mais il a bien vu ce qui se passait. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y en avait d'autres. Il y avait deux gars à l'autre bout de la passerelle qui étaient avec lui et qui en fait lui servaient de couverture et qui ont commencé à s'intéresser à nous d'un peu loin. Donc heureusement, l'hôtel était très près. On est marché d'abord vite, puis on a quasiment couru jusqu'à l'hôtel où on a dit au service de sécurité ce qui se passait, mais on avait vraiment l'impression qu'ils nous en voulaient un peu d'avoir vu ce qu'on avait vu et même d'en avoir très peu parlé, mais ça avait suffi. Donc il faut savoir que ces matériaux qui sont interdits par le CITES, là ce n'est pas des matériaux GEM en l'occurrence, mais c'est comme la drogue. C'est les mêmes circuits avec des façons de procéder très semblables qui s'en occupent, donc c'est un peu la mafia. Donc il faut faire très attention quand on travaille sur ce genre de matériaux. Ce n'est pas par hasard que les gens de la douane ne veulent pas être filmés, par exemple. Parce que comme ça, au moins, on ne voit pas leur tête et ça évite les représailles. Comme les brigades anti-gang, comme les brigades anti-drogue, etc. Ils sont tous masqués en France, aux États-Unis, pour cette raison. Emmanuel, merci beaucoup. De rien, avec plaisir.